D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Peter Balman est architecte néerlandais, mais il vit depuis presque une cinquantaine d'années à Paris, où il a effectué ses études en histoire de l'art et en architecture. Il fréquente assidûment Tanger depuis 30 ans, ville dont il a fini par acquérir une réelle expertise. Après la coupure liée à la Covid, il revient dans la ville du Détroit où il constate l'ampleur des travaux et des mutations dont la cité est l'objet. Peter Balman enseigne, il est maintenant dans des préoccupations artistiques, mais il a surtout travaillé pendant un quart de siècle pour le studio Odile Deck, dont il a été le chef d'agence pendant 20 ans. À ce titre, il a suivi de très nombreux projets, dont la réalisation de chantiers tels que l'extension du musée d'art contemporain de Rome, le L-Museum à Neuhaus en Autriche, le FRAC Bretagne à Rennes, le projet inabouti de la gare maritime de Tanger-Med, le restaurant de l'Opéra Garnier à Paris, le campus Confluence de l'école d'architecture de Lyon ou Twist, un immeuble de bureaux aux Batignolles à Paris. Entretien dans le ravissant et rococo café jardin de la maison d'hôte des Trois Portes à Sidi Bouknadel, entre la falaise et la Casbah de Tanger, sur ce que devient Tanger du point de vue d'un architecte d'envergure internationale. Ravi de te retrouver à Tanger. Cela fait environ maintenant un tout petit peu moins d'une trentaine d'années que tu fréquentes cette ville. Qu'est-ce qui t'a attiré à Tanger ? D'abord, merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui m'a attiré dans cette ville ? Je pense qu'il y a 30 ans, venant d'Europe et ayant vécu toujours dans des villes européennes, arriver à Tanger a été un grand choc pour moi. A été un grand choc à la fois par rapport à ma vie, qui était une vie protégée d'Européens, et par rapport à cette ville qu'au début je ne comprenais pas du tout, et que j'ai appris à connaître les premières années comme l'espèce de corps vivant, où la vie s'instille dans toutes les interstices. Cette ville a été pour moi tout d'abord une formidable leçon de vie. Et ensuite, en tant qu'architecte, j'ai aussi appris à apprécier et à essayer de saisir la ville dans toutes ses différentes dimensions, mais surtout par rapport à son extrême rapide évolution, et je dirais son extrême vivacité. Parce que non seulement la vie s'instille partout, et il y a une énorme diversité d'expériences de vie possibles, mais aussi parce que c'est une ville qui, alors si je l'ai connue les premières années dans un état délabrement important. C'est-à-dire dans les années 95, 1990-1995. Oui, tout à fait. Je dirais jusqu'à 98, 99, c'est une ville que je n'ai pas vue beaucoup évoluer, mais après, petit à petit, et dans une accélération vertigineuse, j'ai vu la ville se transformer. Et je n'avais jamais pensé qu'une ville puisse se métamorphoser avec autant de rapidité et avec autant d'élan et dans une importance aussi considérable. Et j'ai compris que non seulement il faut une volonté politique forte pour opérer ces genres de changements, mais que ça demande forcément une adhésion de sa population, mais ça demande aussi tout un faisceau de paramètres économiques, sociaux et politiques, à un moment donné, de se mettre d'accord pour avancer dans un sens. Et j'ai trouvé très fascinant à Tanger de voir comment il est possible de créer quelque chose dans un laps de temps aussi court, avec des choses positives et des choses sans doute moins positives. Globalement, c'est observer cette métamorphose est quelque chose de très stimulant.
Alors, séquence nostalgie, mais qu'est-ce qui, dans les années 95 jusqu'à 2000 en fait, 90 à 2000, dans cette ville qui était totalement déliquescente, qu'est-ce qui a pu te séduire? Qu'est-ce qui fait que ton regard d'architecte a été attiré et capté surtout? Il y a un mot qui me vient, c'est le mot porosité. Je ne sais pas pourquoi. C'est la déliquescence à l'époque amenait quelque chose qui rendait possible de projeter beaucoup de fantasmes sur cette ville, qui relève à la fois de son histoire, qui relève du présent, qui relève des multiplicités de vies qui s'y déroulent, et qui permet de se projeter soi-même dans un endroit que l'on n'arrive pas tout à fait à saisir, mais dont on aime à caresser le mystère et à essayer, pas forcément à essayer de percer le mystère, parce que c'est un peu un sens commun d'essayer de percer le mystère, mais de caresser le mystère. C'est une image qui me plaît assez par rapport à Tanger de cette époque-là. C'est finalement le languissement qui te séduisait. Oui, une forme de languissement, certainement. De languissement. Mais languissement aussi, ça fait partie. De languissement, tu as absolument de languissement. Et quelque chose d'étrange pour moi, parce que il n'y a pas de ville en Europe où la déliquescence existe à ce point aujourd'hui. Et j'ai connu d'autres villes très, très délabrées en Europe et qui depuis quelques années sont en train d'évoluer aussi très vite à cause du tourisme de masse et à cause de la spéculation immobilière. Mais pas au point où je l'ai vu ici, et pas avec autant de véhémence. Est-ce qu'il y a des bâtiments phares qui t'avaient beaucoup plu, qui pour toi étaient symboliques de cette ville, de cette culture, de ce monde d'un Tanger ancien, qui ont disparu aujourd'hui ou même qui sont encore là et qui te plaisent vraiment? Une chose qui m'a plu à Tanger, c'est que quand des personnes me demandaient « mais qu'est-ce que tu as vu à Tanger ?» je leur ai toujours dit, mais en termes d'architecture, il n'y a rien à voir. Ça veut dire qu'il n'y a pas Tanger n'est pas une ville monumentale. Tanger, pour moi, est comme un corps vivant, comme quelque chose de très organique, et dont la qualité est d'être un organisme vivant dans lequel on se glisse pour la découvrir. Et je considérais, par exemple, la Casbah et la Médina comme une entité. Pour moi, il n'est pas imaginable de distinguer tel ou tel bâtiment. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne comme un organe, comme un corps dans son ensemble. Alors, cela faisait 5 ans que tu n'étais pas revenu pour cause de Covid notamment. Qu'est-ce que ce corps est devenu après ces immenses restaurations, autant de la ville nouvelle, j'aimerais que tu nous en parles, que de la Médina et de la Casbah. Quelle a été pour toi la surprise, le choc, le plaisir de retrouver cette ville refaite de fond en comble? Mais un choc à plusieurs titres. Choc à cause de l'extension de la ville. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que lorsqu'on parcourt le chemin entre l'aéroport et la ville, ce chemin n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a une dizaine d'années. Ça a quelque chose de très inquiétant, c'est presque dystopique. Ça me fait penser à des films des films de science-fiction dystopiques dans lesquels on voit des villes gigantesques dont on ne comprend pas très bien si ce sont des villes toutes neuves ou si ce sont des villes en train de s'écrouler. C'est quelque chose qui a quelque chose de très insaisissable. Et fascinant aussi parce que, alors le centre-ville, pour le coup, pour moi, il y a quelque chose qui m'a, de prime abord, beaucoup remué, c'est de voir la Médina et la Casbah totalement métamorphosées à cause du fait que tous les bâtiments ont été repeints en blanc. Et le premier jour, j'étais même dérouté, je n'arrive plus à retrouver mon chemin, parce que je crois que mentalement, pour moi, la couleur des maisons, des immeubles dans la Médina était très important pour pouvoir me repérer. Et maintenant que tout est devenu blanc, c'est comme si quelque chose de l'histoire du Tanger international avait été gommé. Et de prime abord, j'ai trouvé ça très, très choquant même, qu'on puisse décider de gommer quelque chose de la diversité, de la complexité du caractère et de l'identité et de l'histoire de la ville
pour lui restituer une image qui pour moi correspond à quelque chose qui probablement n'a jamais existé. En même temps, je comprends qu'on puisse en arriver là, d'abord par nécessité, parce que la Médina était en très très mauvais état, et j'ai trouvé extrêmement impressionnant la volonté qui s'est mise en marche pour réhabiliter, pour reconstruire des maisons de force en l'espace de quelques années, et c'est quelque chose qui est très appréciable, je pense, et qui démontre un effort, des choix politiques et économiques qui sont très délibérés et qui en Europe seraient impossibles, je crois, à cette échelle-là. Et je comprends en même temps qu'on puisse vouloir associer ça à redonner une image nouvelle à la ville, quitte à ce que ce soit une image peut-être de notre point de vue un peu caricaturale, dans une forme de ce que j'appellerais une marocanité qui n'a peut-être jamais existé de manière aussi uniforme et aussi manifeste, mais qui fait aussi partie de l'histoire de la ville, qui est une des facettes de la ville qu'on a finalement décidé de mettre en avant. Je trouve que ça, c'est le point le plus marquant, et en même temps, j'étais surpris ce matin. Ce matin, je me suis promené dans le quartier du boulevard Pasteur, et là, j'ai retrouvé du coup, par contraste, le Tanger un peu déglingué que j'ai connu il y a 30 ans. Et ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a beaucoup surpris, d'autant plus que je me suis rappelé que il y a 30 ans, le boulevard Pasteur avait été classé monument historique. Et à l'époque, j'avais trouvé ça une victoire formidable et quelque chose de très stimulant pour la préservation de quelque chose de l'histoire de la ville. Donc du coup, ce matin, j'étais un peu perturbé de découvrir le boulevard Pasteur plus délabré que la Médina, parce que dans ma tête, ça a toujours été l'inverse. Cette extension énorme de la ville m'interroge beaucoup sur l'architecture et sur l'avenir des villes, l'évolution des villes en général. Ce modèle haussmannien, jusqu'où on peut le mener? Est-ce que c'est encore censé aujourd'hui, compte tenu de la crise climatique, compte tenu des problématiques environnementales qui se posent dans le monde entier, est-ce qu'il est encore possible de développer des villes sur ce modèle? Mais devant l'urgence, je comprends tout à fait qu'on ait recours à des modèles de développement de villes éprouvés. Mais comme je disais, la question est de savoir jusqu'où on peut mener cet exercice. Jusqu'à quel point on peut réaliser des extensions de cette manière-là. Mais ça, c'est une question qui se pose au niveau mondial. Je pense que, mais là je parle en tant qu'architecte, je crois que l'architecture au XXe siècle a raté un rendez-vous très important. Et les architectes se sont vus cantonnés progressivement dans des rôles un peu subalternes par rapport à ces mécanismes de développement des villes. Alors que je crois fondamentalement qu'un architecte, en tant qu'acteur social,
a le privilège d'être en prise avec une diversité d'acteurs extrêmement impressionnants, et que par cette position et par son expertise, il devrait avoir aujourd'hui une position centrale par rapport à ces problématiques. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas à nulle part d'ailleurs, parce que l'urbanisme est trop facilement laissé à une structure technocratique partout dans le monde et qui répond plus à des prérogatives financières et de temps, d'urgence et des volontés politiques à court terme, plutôt que des visions de long terme qui laissent la place à l'imagination et au désir d'avancer et d'imaginer les villes autrement dans le rapport à leur population et dans un rapport au monde. Maintenant, la ville, il faut l'agrandir pour la population, pour donner du travail. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'architecte, puisque l'architecte doit avoir son mot à dire? Mais je n'ai pas de recette magique à sortir de ma manche. Et encore moins tout seul. Je pense que c'est un travail on ne peut pas imaginer l'architecte comme le démiurge qui sort de sa manche la recette magique pour résoudre le problème de la vie contemporaine. C'est une vision que l'on aurait pu avoir au XVIIIe ou au XIXe siècle, où quelques personnalités imminentes ont fait avancer la réflexion sur l'architecture de la ville. Mais aujourd'hui, le monde est beaucoup trop complexe pour pouvoir penser ça. Une des grandes erreurs de l'architecture des 30 dernières années, c'est de fonctionner en système fermé, avec une star system assez insupportable, à l'instar d'autres domaines qui sont le design ou la mode, mais qui finalement ne nous ont pas apporté beaucoup de choses. Et ça a été une génération de perdus pour mener justement ce genre de réflexion. Et justement, toute la réflexion qui a été faite, qui a été menée pour aménager le nouveau port de Tanger-Med a été faite avec une vision du Star System, avec Jean Nouvel. Si on a fait appel à Jean Nouvel, c'est parce que c'est un architecte de notoriété internationale. Oui, en l'occurrence, c'est un travail, le travail qu'il a fait pour Tanger-Med, ce n'était pas un travail, comment dirais-je, médiatiquement très porteur pour son image. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire un bâtiment spectaculaire. Il s'agissait de créer une zone portuaire et de faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc c'est un travail presque plus technique que visionnaire, si je puis dire. C'est une chance, je pense, d'avoir fait appel à lui dans ce sens où c'est une expertise qui s'est mise en branle, qui a permis à Tanger-Med d'exister et qui, peut-être par une vision simplement technique ou en termes d'ingénierie, n'aurait peut-être pas fonctionné aussi bien. Alors, tu as même dirigé une agence internationale à Paris, et en s'occupant de cette agence, tu as croisé de nombreux jeunes architectes marocains qui venaient en tant que stagiaires ou premier emploi, sortis d'école. C'est une agence qui a travaillé très intimement avec des écoles d'architecture d'ailleurs. Oui. 30 ans après, parce qu'il y a 30 ans, on était dans des problématiques réelles, profondes et vécues d'indépendance et de construction du pays. Maintenant, le pays est construit. Comment vois-tu ces jeunes architectes marocains que tu as côtoyés depuis 30 ans, justement, l'évolution et ce qu'ils sont aujourd'hui? Mais c'est très varié, je crois, et c'est un peu à l'image du pays, finalement. J'ai eu affaire à des stagiaires qui sont devenus des architectes reconnus maintenant au Maroc et qui font des choses vraiment intéressantes. Il y en a d'autres qui sont plus dans une pratique un peu plus ordinaire, à faire des projets un peu anonymes à très grande échelle. Donc ça dépend. Il y a toute la gamme de diversité des différentes pratiques possibles d'architecture qui s'expriment aujourd'hui au Maroc, et c'est un signe de maturité. Il y a une jeune génération qui est extrêmement intéressante, je crois, et en même temps il y a la place pour une production, je dirais une production de masse qui est un peu anonyme, mais qui a le mérite d'exister aussi et qui certainement est nécessaire aussi pour faire face à la rapide évolution des choses. Une génération intéressante. Alors, qui fait quoi? Pourquoi est-elle intéressante? Parce qu'elle a réussi à assimiler ce qui pouvait être intéressant dans l'enseignement qu'ils ont reçu en Europe et réussi à le dépasser pour en faire quelque chose qui est adapté aux conditions de leur pays. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Encore une fois, en tant que responsable d'une agence très prestigieuse, tu as eu la chance de pouvoir travailler sur des restaurations d'immeubles historiques. On parle de la Villa Malaparte
On peut parler de Première Ville à Bulle. Tu as encore fait d'autres choses, je crois. Mais la plus emblématique, la Villa Malaparte, ça a été vraiment très ponctuel et presque insignifiant, mais malheureusement. Nous, le plus emblématique a été une intervention au Palais Garnier, à l'Opéra de Paris, où avec l'agence pour laquelle j'ai travaillé, on a développé un restaurant à l'intérieur du bâtiment historique le plus emblématique de France, si je puis dire, puisque c'est un monument qui cristallise beaucoup des préoccupations des monuments historiques et qui bénéficie d'une attention très 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 particulière de la part des autorités. Et c'est un travail formidable parce que c'est un travail qui a été fait vraiment en dialogue, dans un dialogue très inattendu avec les monuments historiques, dont nous, en tant qu'architectes d'avant-garde, avec beaucoup de guillemets, nous ne nous attendions pas forcément à être aussi bien reçus. Et on a été très surpris de l'acceptation d'une greffe très contemporaine dans un bâtiment historique aussi emblématique. Et ça a été un vrai plaisir de travailler ce sujet. Mais une greffe très contemporaine, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez fait un restaurant, une coque en plâtre hyper contemporaine, c'est impossible de toucher les murs, si je me souviens bien, et qui tient à un clou. C'est-à-dire qu'un restaurant entier d'une centaine de places, un aménagement sur 2 niveaux, tient à un clou. Mais il y a un principe important qu'il fallait observer, qui est un principe constant dans les monuments historiques, c'est le principe de la réversibilité. Réversibilité, ça veut dire que on peut créer une intervention contemporaine au sein d'un monument, mais on doit être capable de supprimer cette intervention et de restituer dans son état d'origine le monument après coup. Ce qui fait que, très concrètement, on n'a pas le droit de faire des trous dans le mur ou de faire des trous au plafond. En l'occurrence, il a fallu adapter quelques fondations. Ça, techniquement, ça a été possible. Mais après, il a fallu jongler, faire un exercice d'équilibriste, si je puis dire, pour réussir à venir se glisser dans le bâtiment existant sans le toucher. Et vous y êtes parvenu. C'est le restaurant qui s'appelle ? C'est le restaurant qui, à l'époque, s'appelait... Nous l'avons toujours appelé Fantôme, parce qu'on aimait l'idée du fantôme de l'opéra. À l'époque, ça s'appelait le restaurant Opéra, tout simplement. Mais il faut savoir qu'entre-temps, cette intervention a été totalement altérée par une architecte d'intérieur qui a complètement modifié le projet pour en faire un restaurant façon très 1900, avec des rideaux de velours et avec des palmiers partout. Donc ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec l'intention d'origine. Les architectes d'intérieur, c'est un peu vos ennemis. Non, pas du tout, mais en tant qu'architecte, j'ai toujours considéré que on a une responsabilité on a potentiellement une responsabilité et une possibilité d'intervention qui va du plus petit au plus grand. Et quand c'est possible de penser, quand on fait un bâtiment, quand c'est possible de penser l'intérieur le plus possible en osmose avec son usage, c'est toujours plus intéressant que de simplement offrir une coque vide qui va être remplie par la suite.
J'apprécie que tu me parles de l'expérience du restaurant fantôme de l'Opéra Garnier à Paris, d'autant plus que nous faisons cet entretien aux Trois Portes, qui est la maison de Jean-Louis Riccardi, une espèce de petit écrin, là encore Napoléon III, totalement dans le ton de l'Opéra Garnier. Une petite merveille, Jean-Louis Riccardi étant lui-même un très grand décorateur au niveau international. Et on est dans le quartier de Bouknadel qui va être rasé pour laisser voir les remparts de la vieille ville, de la Casbah, comme le quartier de Hafa où tu as séjourné il y a quelques années, est à moitié rasé pour laisser des jardins jusqu'à la nouvelle rocade, comme peut-être le Soko risque d'être rasé pour laisser là encore voir les anciens remparts de la Médina côté Grand Soko. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle manie de raser, si à la fois nécessaire parfois, d'autant plus que le foncier était pas toujours très clair et était même souvent illégal, mais est-ce que ça passe par de telles opérations? Je distinguerai plusieurs choses. Quand on regarde plus globalement, quand on prend un peu de recul, et on regarde les villes qui ont toujours évolué à l'intérieur d'enceintes successives, ce qui a été le cas de Tanger à un moment. Le propre des enceintes, c'est de ne jamais durer éternellement dans le temps. Parce que la ville grandit, finit par grandir de l'autre côté de l'enceinte. Qu'on constate très souvent, c'est que les premières constructions à l'extérieur de l'enceinte sont toujours des constructions plus ou moins illicites. Et ça s'est vérifié même dans une ville comme Paris. Paris, ce qu'on appelait la zone jusqu'au début du XXe siècle, était en réalité la bande de terre de 300 mètres de large autour de la ville qui n'était pas constructible et qui petit à petit s'est construit avec des baraquements, avec le marché aux puces, avec tout un tas d'activités plus ou moins informelles. Pourquoi inconstructible? Ça, c'était une volonté politique. Une zone qu'on appelait non edificandi pour des raisons de sécurité, pour des raisons stratégiques, et pour laisser une espèce de cordon sanitaire autour de la ville historique. Et quand on prend un peu de recul, si j'applique cette réflexion à Tanger, je comprends qu'on puisse à un moment donné décider de raser tel ou tel quartier informel parce que les conditions sanitaires nécessaires n'y existent pas, parce que ces quartiers ne sont pas sécurisés de plusieurs points de vue, parce qu'ils risquent de tomber dans la mer un jour ou l'autre, parce qu'ils sont mal construits et il suffit d'un glissement de terrain pour qu'ils n'existent plus. En même temps, à chaque fois, quand on voit un quartier comme ça disparaître, surtout quand c'est au bénéfice du passage d'une route, évidemment c'est d'une extrême violence de voir ça. Mais là encore, il faut juger ça à la fois à l'aune de l'échelle de la ville et de son évolution, et aussi à l'aune de son histoire. Là, en revanche, où je serais extrêmement choqué, c'est qu'on puisse raser les Soko, parce que historiquement, très souvent, les marchés dans les villes sont venus se greffer justement sur les murs d'enceinte, puisque les murs d'enceinte à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. Et le marché, par excellence, est l'expression de la vie de cette interface, de la marchandise qui vient de l'extérieur, de la nourriture qui vient de l'extérieur, qui est vendue dans le marché et qui est distribuée à l'intérieur de la ville. Donc, démolir ou déplacer le Soko pour dissocier de c'est d'une extrême organicité, je trouve. Le Soko à Tanger est très fascinant par rapport à ça, parce que il a effectivement vraiment construit à cheval entre l'extérieur et l'intérieur de la ville historique, à cheval sur l'enceinte, ce qui fait qu'on ne sait plus où se trouve l'enceinte, et l'enceinte matériellement n'existe pas à un endroit, parce que c'est le Soko qui a pris sa place. Et c'est une expression extrêmement forte et emblématique de ce fonctionnement, de ce que j'appelle l'interface entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. C'est un lieu d'échange très fort, qui à Tanger fonctionne très bien, avec toute sa complexité de circulation. Et ce serait vraiment, à mon sens, ce serait très, très problématique de vouloir changer ça de place, parce que je pense que mentalement, dans la pratique de la ville, et affectivement pour sa population, ce serait une décision extrêmement difficile.
serait ton mot de conclusion? À repratiquer Tanger, c'est une ville que j'aime toujours autant, qui me fascine toujours autant. Et je suis assez heureux de constater que comment la ville et la vie évoluent toujours dans cette vitesse assez fascinante. Et j'espère pour le meilleur. Merci beaucoup Peter Bellman d'avoir partagé avec nous ton savoir d'architecte, d'urbaniste et de nous avoir éclairé sur comment tu as pu ressentir cette transition, cette nouvelle ville, cette nouvelle façon de vivre Tanger après les grands travaux que la ville a subis et est en train de subir. Merci. Ce 20e épisode de Détroit était consacré à l'architecte Peter Bellman, fidèle visiteur de Tanger qui l'a vu évoluer depuis la trentaine d'années qu'il fréquente la ville. L'entretien a été réalisé en septembre 2022 et il semblerait que depuis, heureusement, a été pris la sage décision de ne plus déplacer le marché du Grand Soko. L'entretien a été le premier de la série Détroit, réalisé avec un zoom H5 sans en véritablement maîtriser le fonctionnement et parfois ça s'entend. Tout cela est commis par le bricoleur Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques solo de lutte extraits de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement ont été gentiment empruntées à Adnan Joubran avec les 2 pièces My Way Home et Never Been There, et à Alban Berg, la sonate pour piano opus numéro 1 interprétée par Hélène Grimaud.